racisme anti-blanc est-il un tabou en France ? Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On vous attend nombreux sur Europe 1. Pourquoi est-ce qu'on parle du racisme anti-blanc ? Car il y a un livre après le drame de Crépol qui vient de paraître, vous savez, où Thomas a été tué à coups de couteau et où 9 témoins disent avoir entendu « on est venu tuer du blanc ». 9 témoignages écartés par la justice, et un livre, donc je vous le disais, sort en ce moment, et les parents de Thomas disent à travers leur avocat qu'ils sont bouleversés par la sortie de ce livre qui tente de réécrire ce qui s'est passé à Crépol. Jules Torres, pourquoi le racisme anti-blanc est-il un tabou dans notre pays ? Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle, vous savez, l'intersectionnalité des luttes, et la gauche qui a décidé de faire haro sur cette question du racisme, a choisi ses combats et a choisi ses racismes. Et donc il y aurait beaucoup de racisme, mais il n'y aurait pas ce racisme anti-blanc parce qu'il ne serait pas systémique. C'est ce que disent les contempteurs de ceux qui défendent le fait qu'il y a un racisme anti-blanc dans la société. C'est que, par exemple, vous n'auriez pas de discrimination au logement. Quand vous sortez dans la rue, vous ne seriez pas contrôlé. Et donc, ça ferait qu'il n'y aurait pas de racisme anti-blanc. Évidemment, c'est complètement faux. On a cité l'exemple, par exemple, vous savez, du joueur Théo Hernandez qui, en quart de finale de la Ligue des Nations, a raté un penalty lors de la séance de tir au but. Ensuite, après le match, sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain nombre, de très nombreux messages qui relevaient objectivement du racisme anti-blanc, et ça relevait du racisme anti-blanc. La question, et c'est d'ailleurs ce que disent les auteurs de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de nombreuses condamnations pour racisme anti-blanc dans les tribunaux. C'est pas loin d'être faux. Il y a quand même eu certaines fois des condamnations, mais c'est comme l'affiche antisémite contre Cyril Hanouna. On va pas attendre qu'il y ait une condamnation en justice pour dire que cette affiche elle est antisémite. Non, l'antisémitisme c'est de l'antisémitisme, le racisme anti-blanc c'est du racisme. Olivier, est-ce qu'il est possible, j'ai une petite nuance avec Jules Torres, le racisme anti-blanc existe. Il suffit que quelqu'un puisse dire sale blanc et menacer une autre personne, il est constitué. Par contre, à l'échelle de notre société, il me semble que la discrimination pour accéder à un logement ou parfois à un emploi, on le voit avec les CV anonymisés, et davantage existe lourdement, douloureusement, pour une jeunesse française qui n'a pas le bon prénom, qui n'habite pas le bon quartier parfois. L'expérience que j'ai eue comme élu local à la présidence d'une mission locale m'amène à te dire que ça existe et que c'est un vrai problème. Cela ne veut pas dire que du racisme anti-blanc n'existe pas. Qui peut parfois s'expliquer en plus d'ailleurs. C'est pas parce qu'il y a différents types de racisme et que un blanc ne sera pas discriminé à l'embauche évidemment en France que le racisme anti-blanc n'existe pas. Il prend juste d'autres formes, Valérie Benaïm. Oui, exactement. Je souscris à ce que vient de dire Olivier. Il ne faut pas nier l'existence d'un racisme parce qu'il serait minoritaire. Il y a évidemment du racisme anti-blanc, mais il y a de façon beaucoup plus prégnante dans la société. Tu l'as dit, la discrimination pour obtenir un logement parfois, ou à l'embauche pour d'autres minorités. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y aurait un racisme qui serait plus prégnant que l'autre n'existe pas. Alors, on est avec Mickaël, 49 ans, qui nous appelle de Dessines. Bonjour Mickaël, bienvenue sur Europe 1. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le racisme anti-blanc et sur ce drame absolu à Crépol ? Que ça date depuis très très longtemps, et je pense qu'il y a un fautif politique dans cette histoire, c'est la gauche. Alors désolé monsieur D'Artigol, mais vous êtes vraiment fautif à 100%. Alors ça doit pas lui faire plaisir, mais je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Ouais, mais c'est normal, après il va peut-être un peu s'énerver. C'est pas sûr. C'est pas sûr, il faut que vous soyez brillant pour obtenir ça. Alors je vais essayer d'être brillant. J'ai réussi à l'obtenir quelques fois, personnellement. Je vais essayer d'être brillant, je vais essayer d'être clair, d'être précis, d'être rapide dans mon histoire, en fait, pour vous dire que ça date depuis très longtemps, et que je pense, entre parenthèses, que la France, c'est vraiment foutu, qu'il n'y a plus rien à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon histoire, elle date de 90. Entre 89 et 90. Je suis de confession juive. J'ai un nom de famille qui ne sonne pas du tout juste parce que c'est Fèvre. J'ai vécu dans un quartier en banlieue lyonnaise, Saint-Fond, Minguette, Clochette, des gros quartiers très très chauds. D'ailleurs, Saint-Fond est devenu communautaire. C'est devenu à 80% islamique. On va pas se voiler la face. Si quelqu'un a connu Saint-Fond il y a 20-30 ans qui m'écoute et qui va à Saint-Fond maintenant, c'est méconnaissable.
vous avez des magasins. C'est en banlieue lyonnaise, hein, c'est ça? Banlieue lyonnaise, c'est Georges Fenech, vous qui êtes de Lyon, vous connaissez? Oui, bah, je connais très bien, effectivement, oui. Voilà, donc Saint-Fond en fait partie, oui. Voilà, c'est une grosse communauté juive à l'époque. Tout le monde est parti, mais on n'est pas parti à cause de l'extrême droite ou à cause, à l'époque, j'entends tout et n'importe quoi des fois sur la gauche s'est trompée de combat il y a très longtemps, où s'est mis un voile sur la tête en parlant voilà, sans mauvais jeu de mots. Moi, on nous a fait sentir qu'on n'était plus en odeur de sainteté dans le quartier où j'habitais. Donc des agressions, des insultes antisémites, etc. J'en passais des meilleurs. De personnes avec qui j'avais grandi, malheureusement, des gens de confession musulmane, qui étaient des amis que j'avais connus depuis 6 ans. Et puis arrivé à 20 ans, 22 ans, des insultes, voilà, sale juif, Hitler a pas fait son travail. Et ça a duré pendant 2-3 ans, en fait, où on a dû partir, on a dû quitter, en fait, beaucoup de juifs ont quitté Saint-Fond à cause de ça, déjà à l'époque. Donc il y avait du racisme anti-blanc, parce que on est blanc ou on est juif, antisémite déjà d'une part, mais du sale fromage, moi j'en ai entendu parler au Collège Alain. Collège Alain à Saint-Fond, c'était 1985, quand il y avait la gauche au pouvoir, mais qu'ils se voilaient la face. On avait l'impression que si ça venait de personnes de confession musulmane ou de gauche, c'était pas forcément raciste, c'était bon les pauvres, c'est pas de leur faute, etc. Ils ont pas de travail, etc. Mais quand ça venait de l'extrême droite, effectivement, là c'était nous c'est pas l'extrême droite, monsieur D'Artigol qui nous a mis dehors, c'est pas des nazis au crâne rasé qui nous ont mis dehors de Saint-Fond, malheureusement, c'est des gens de confession musulmane qui nous ont mis dehors de Saint-Fond et qui ont mis beaucoup de jeunes de Saint-Fond et de familles dehors. Vous allez à Saint-Fond, il n'y a plus aucune famille juive. Bon, alors Olivier D'Artigol vous répond, puisque vous l'interpellez. D'abord, moi, je suis respectueux de votre témoignage, puisque vous l'avez vécu. Et donc, je ne remets pas en doute ce qui est un processus de communautarisation et qui vous exclut d'un territoire qui était le vôtre. Ça, je sais que c'est une réalité. Là où je ne vais pas vous suivre, c'est de mettre la responsabilité de ce processus entièrement sur les épaules de la gauche. Ma mémoire politique m'amène à dire que la gauche a gouverné, mais la droite aussi, sur les 20 dernières années. Et donc, il faut regarder ces processus à l'échelle de territoire qui, en effet, sont une honte pour notre République. D'ailleurs, la maire de Saint-Roman parle de ce communautarisme. Et donc, il faut aujourd'hui apporter des réponses. Mais rien de ce que vous avez dit a pu m'outrager. Non, j'écoute, j'essaie de comprendre et d'avancer. Voilà, non mais pour vous dire que ça dure depuis très très longtemps et que moi je pense qu'en France c'est fini. Vous pourrez faire ce que vous voulez, faire des discours, faire des lois, etc. Les lois n'aboutissent jamais, vous faites des lois, ça parle. En France on n'agit pas, ça parle, on va réfléchir, on va faire une étude, on va faire du travail sur ci, sur ça. Il n'y a que du travail, on fait que parler en fait, on n'agit jamais. On a peur d'un soulèvement communautaire, mais il faut pas avoir peur. S'il faut qu'il y ait ce soulèvement et qu'il y ait une guerre civile, il faut y aller, mais il faut pas avoir peur. Parce qu'à force d'avoir peur, on se laisse écraser. Et ce qui s'est passé, en fait, en Belgique, ça va se passer en France. Je vous le prédis. Vous prenez mon nom, mon numéro de téléphone, prenez ce que vous voulez, rappelez-vous de moi. Je vous dis, dans 10-15 ans, la France, c'est la Belgique. Voilà, ce sera la Belgique. Ils intègrent tous les niveaux structurels de la France, que ce soit en politique, que ça soit au niveau éducation, que ça soit dans tout ce qui est tribunaux. Tout est intégré pour faire basculer la France. Moi, je le pense, et je me suis pas trompé, je l'ai dit il y a 20-30 ans quand j'ai quitté Saint-Fond, et tout ce qui se passe, ça se réalise. Et moi, je vous dis, à force de parler, on se fait écraser. Mickaël, quand vous dites vous parlez des frères musulmans, vous pensez aux frères musulmans bien notamment. Sûr. Non, je mets pas mes confrères et mes frères et sœurs musulmans qui sont de vrais musulmans. Moi, je mets les islamistes. Voilà. Donc les frères musulmans, des mouvances comme celle-ci. Les frères musulmans qui intègrent peu à peu, qui sont là pour prendre leur temps, parce qu'ils prennent leur temps. C'est réfléchi, ils vont pas vite, mais ils savent où ils vont et ils savent ce qu'ils font surtout. Et nous, on se laisse manger. Et à force de se laisser manger, ça va arriver comme en Belgique. Merci beaucoup. Je mélange pas tout. Surtout pas, je mélange pas tout. Non, mais votre témoignage était très intéressant. Merci beaucoup, Mickaël. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes nombreux à nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21 sur le racisme anti-blanc. N'hésitez pas à nous appeler sur Europe 1 si vous-même vous avez été victime de racisme anti-blanc. Je vois qu'on a plusieurs témoignages. Je vais en prendre dans un instant. Je me rappelle d'un fait tout récent, Valérie Benaïm, la finale de la Star Academy. Il y a eu du racisme contre les deux chanteuses. Oui, il y a eu du racisme contre Ebony. Et il y a eu du racisme aussi contre la gagnante qui s'appelait Marine. Qu'on l'a accusée d'avoir gagné parce qu'elle était blanche. Exactement. Ouais, tout à fait. Oui, non, mais encore une fois, voilà, c'est l'illustration. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on ne dise qu'il y a du racisme que s'il y a un certain volume d'attaques. Le racisme, c'est le racisme.
que l'on attaque une personne ou que l'on en attaque 100, il s'agit de racisme. Parce que moi, je prends ces affaires une par une, les unes après les autres, et chacune sont aussi déplorables les unes que les autres. Donc évidemment qu'il y a un racisme qui est beaucoup plus important et prégnant dans la société pour la communauté noire ou la communauté musulmane, mais les Blancs aussi ont pu, certains d'entre eux, le subir. Il faut rappeler que sur les finalistes... je rappelle que les premiers actes racistes en France, à plus de 60%, 62% exactement, ce sont des actes antisémites. Et il faut rappeler que sur la finale de la Star Academy, les deux finalistes ont été la cible sur les réseaux sociaux, les deux d'une campagne odieuse. D'une campagne tout à fait dégueulasse. Les deux ont été victimes de racisme. Mais et ça ne fait que monter les uns contre les autres. Ouais, le premier acte de racisme, qui a de la mémoire, il faut remonter au 11 septembre 2001 à Paris. Rue Stephenson. Plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que à la suite de l'attentat du World Trade Center, rue Stephenson, c'est dans le 18e, il y a une communauté très importante maghrébine musulmane, et tous faisaient la fête dans la rue, et quand il y avait un blanc qui passait en voiture ou sur le trottoir parce qu'il habitait le quartier, etc., c'était impossible. Le type se faisait insulter. C'était documenté, ça ? Ah mais bien sûr, on peut retrouver les archives, bien sûr. 11 septembre 2001, le soir de l'événement du World Trade Center. Ça a commencé là pour moi, cette guerre quelque part entre l'Orient et l'Occident. C'est vraiment pour moi le point de départ. Reprenez les infos. Mais à l'époque, personne ne parlait de ces actes. Il ne fallait pas en parler. Il fallait mettre la poussière sur le tapis pour pas justement dans un courant, dans une opinion idéologique, etc. Mais pour moi, c'est le point de départ de cette guerre finalement entre l'Orient et l'Occident. Jules Torres va fact-checker Fabien Lecoeuvre et nous dira. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Merci, merci. Non, mais et s'il y a des gens qui nous écoutent, je pense que pour certains qui habitaient le quartier, dans tous les quartiers comme ça, très musulmans, très maghrébins en tout cas de la France entière, il y avait des fêtes le soir du 11 septembre. Plus personne n'en parle. Vous avez des souvenirs de ça ? Non, j'avoue pas avoir eu de... Après, moi, on a tous été collectivement tellement impactés par ce 11 septembre, et donc moi, je reste focalisé sur ces images du World Trade Center, et j'ai pas souvenir de ce que vous racontez, vous. Alors, on prend des auditeurs d'Europe 1 dont marche sur la tête tout de suite au téléphone. Jean, 64 ans, vous nous appelez d'Occitanie, et vous avez des exemples en tête de racisme anti-blanc. Oui, je vous remercie d'abord pour votre écoute, et je voudrais remercier Monsieur Bolloré et son groupe pour son combat pour la liberté, et notamment la liberté d'expression. Je sais que le racisme anti-blanc existe, et je suis un homme de couleur en fait, et j'ai pris position déjà contre le racisme anti-blanc aux Antilles et aux États-Unis. Je suis moi-même de souche guadeloupéenne du côté de mon père, et j'ai moi-même souffert du racisme quand j'étais petit. J'ai grandi à une époque où en province les minorités ethniques étaient très rares, et à l'école primaire et puis même au collège jusqu'en classe de 4e. J'ai fait l'objet de racisme, et même il y avait un jeune d'origine maghrébine qui se moquait de mes origines aussi, et je sais je sais ce que c'est que le racisme. Et je voulais dire aussi que on abuse de ces accusations. Il y a beaucoup de cas que l'on qualifie de racisme et qui sont de la calomnie, parce que moi j'ai vécu dans ma chair le racisme. Que ce soit quand j'étais petit, à l'école, même en Allemagne, quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, et même aux États-Unis. J'habitais en Floride, et à un moment donné, je cherchais un logement, et on m'a dit désolé, ici on accepte les blancs. Et donc j'ai vécu dans ma chair le racisme, et je suis choqué du fait que l'on abuse de ce terme en France d'une manière calomnieuse.